Daniel Suchet, je suis maître de conférence à l'École Polytechnique. Je travaille sur des questions d'énergie en général et d'énergie photovoltaïque, de solaire en particulier. Et donc, j'avais proposé cette grille de lecture des questions d'énergie parce on entend beaucoup parler de ces questions d'énergie, à la fois sous l'angle des problèmes et sous l'angle des solutions. Et cette grille de lecture, c'est quelque chose que j'ai constitué au cours du temps, en m'inspirant beaucoup des travaux du Conseil mondial de l'énergie. Et je vais essayer de vous la donner, de la partager avec vous en une dizaine de minutes, et puis on pourra évidemment en discuter après. Le point de départ de cette analyse, c'est de se poser la question et de séparer ce qui tient des objectifs et ce qui tient des moyens. C'est-à-dire d'abord, qu'est-ce qu'on veut faire avant de se demander comment est-ce qu'on va le faire. Si vous voulez faire des travaux chez vous, vous ne commencez pas par vous dire « je vais utiliser un marteau ». Vous commencez par vous dire que si l'objectif, c'est de remettre de la lumière dans le salon, il va falloir changer l'ampoule et que peut-être le marteau n'est pas le bon outil pour cet objectif que vous vous êtes donné. Ça, c'est dit très simplement. Sur la question de l'énergie, je vais donc commencer par vous présenter une grille de lecture des objectifs, puis vous présenter cette grille de lecture des moyens. Alors, pour les objectifs, je suis vraiment reparti de ce que propose le Conseil mondial de l'énergie, qui propose objectif, ce qu'ils appellent un trilemme énergétique, avec 3 aspects, la sécurité énergétique, la durabilité énergétique et l'équité énergétique. Et je vais prendre 1 minute pour chacun de ces thèmes pour vous expliquer de quoi il s'agit. La durabilité énergétique, c'est sans doute ce à quoi on est le plus sensibilisé dans les engagements écologiques, évidemment. Il s'agit d'imaginer un système énergétique qui est capable de durer dans le temps. Et ça veut dire en particulier qu'il ne détruit pas son environnement de manière trop rapide. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire limiter les ressources, l'accès aux ressources, et en particulier aux ressources non renouvelables. Ça veut dire réduire les effets de pollution sur l'environnement. Et ça veut dire, bien sûr, essayer d'atténuer l'impact climatique du système énergétique. À côté de cet enjeu de la durabilité énergétique, ça c'est un des 3 sommets du trilemme. Le deuxième enjeu est celui de la sécurité énergétique. Je vais passer un tout petit peu plus de temps là-dessus parce que je pense que c'est des enjeux qui sont un tout petit peu moins familiers. Quand on parle de sécurité énergétique, on parle de plusieurs choses à la fois, ici aussi. On parle bien sûr de la question des accidents. Je pense que c'est ce qui vient en tête au départ quand on parle de sécurité. Et quand on parle d'accidents liés à l'énergie, forcément, ce qui vient en tête d'abord, c'est Tchernobyl, dont j'ai mis ici une photo à gauche. Mais il ne faudrait surtout pas imaginer que les accidents sont limités aussi à la filière nucléaire. Ce que je mets ici, c'est la photo d'un accident de barrage en Chine, qui est l'accident industriel qui a causé le plus de victimes dans l'histoire moderne. Et puis, en dessous, c'est une mine de charbon avec une explosion, en l'occurrence, qui est contrôlée. Mais les accidents sur l'exploitation des énergies fossiles, elles aussi, évidemment, sont des enjeux majeurs. La question de la sécurité, c'est cependant pas juste la question des accidents, c'est de manière générale tout ce qui peut venir perturber l'approvisionnement du système énergétique. Ça veut dire que c'est aussi la question de la stabilité du réseau électrique, par exemple. Qu'est-ce que ça prend d'éviter des effets de blackout? Il faut savoir que les blackouts, ce n'est pas juste des choses du passé lointain ou qui ne menacent que les pays sous-développés. Là, ça avait fait la couverture du Times il y a une dizaine d'années, avec un blackout qui avait duré plus de 7 heures à New York. 2003, c'est aussi l'histoire de l'année du plus gros blackout en Italie, où tout le réseau italien s'était effondré en l'espace d'à peu près 2 minutes. Donc, enjeu d'accident, enjeu de stabilité du réseau électrique. Et le dernier point que je montre ici, c'est la question de la dépendance géopolitique. De quoi dépend notre approvisionnement? De qui dépend notre approvisionnement? Cette carte ici vous montre quelle fraction du gaz consommé dans les différents pays d'Europe provient de Russie, spécifiquement. Donc, vous voyez qu'il y a des pays qui sont à 100% de gaz qui vient de la Russie, il y a des pays qui sont à plus de 60%. En France, on est autour d'une vingtaine de la Russie. Et ça, évidemment, ça veut dire que notre système énergétique nous rend dépendants très directement de certaines puissances. Ça joue dans les négociations, dans la façon dont on se positionne avec ces puissances-là quand on est autour de la table. Le troisième aspect de ce trilemme, c'est la question de l'équité énergétique. C'est vraiment l'aspect économique et social. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça coûte d'avoir accès à cette énergie? Et à nouveau, il ne s'agit pas de penser que la question de l'énergie est réglée partout dans le monde, ou en tout cas chez nous, ce seraient des problèmes qui seraient complètement réglés. La carte qui est à gauche vous indique la fraction de la population qui a du mal à se chauffer, c'est-à-dire qui annonce
avoir, au moins une fois dans l'hiver, ou de manière systématique, eu froid chez eux, parce que le coût de l'énergie était trop élevé pour réussir à se chauffer. Vous voyez que c'est des chiffres qui sont significatifs, y compris dans les pays développés d'Europe, et y compris chez nous. La question des inégalités sociales en lien avec l'énergie, c'est aussi évidemment le coût, par exemple, de l'essence. Et on a peut-être, ça passe un peu au second plan avec le coronavirus qui a beaucoup occupé nos esprits depuis mars. Mais je vous rappelle que jusque-là, ce qui secouait le plus la France, c'était la question des gilets jaunes et la question de la taxe carbone pour l'essence. C'est ça qui a mille feux aux poudres, en tout cas. Et puis, évidemment, c'est l'enjeu de l'équité entre les pays. Alors, une fois qu'on a ces trois enjeux énergétiques, ces trois objectifs, ces trois choses qu'on peut vouloir faire, je crois que c'est assez intéressant de regarder en quoi est-ce qu'ils sont tous les trois indispensables. Ils sont tous les trois indispensables parce que si vous en laissez tomber un, c'est l'ensemble du système qui devient inacceptable. Imaginez par exemple un système durable, c'est-à-dire un truc qui peut tenir dans le temps, équitable, mais absolument pas stable. Typiquement, un mix bêtement 100% renouvelable, si j'imagine mettre juste des éoliennes et des panneaux solaires partout, où j'ai du coup des risques de blackout réguliers, des problèmes d'approvisionnement de tout ce qui est stratégique, les hôpitaux par exemple, c'est évidemment une solution qui n'est pas acceptable en termes de stabilité, en termes de sécurité énergétique. Idem, si j'imagine que je dépends entièrement de pays voisins et que je suis pieds et poings liés parce que ça dépend de leur bon vouloir d'assurer ma stabilité, ce n'est pas acceptable. Si j'ai quelque chose qui est durable, sécurisé, mais hors de prix, typiquement, eh bien, j'imagine un système avec des panneaux solaires, des éoliennes, et puis il faudrait que chacun ait chez soi un mur complet de batteries Tesla. Ça, ce n'est pas une solution qui est acceptable. Peut-être que ce serait techniquement faisable, mais le coût n'est pas abordable pour la population, et donc ce ne sont pas des solutions qui sont envisageables. Dernier aspect, si j'ai quelque chose qui est à peu près stable en termes d'approvisionnement, qui n'est pas trop cher, mais qui est suicidaire du point de vue environnemental, ben c'est à peu près la situation qu'on a aujourd'hui. Et donc, on voit bien à quel point ce n'est pas une solution qui est tenable. Donc ça, c'est mes 5 premières minutes, c'est pour positionner ces trois objectifs et ça fonctionne entre eux. Je vais maintenant passer à la partie moyen, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre comme solution pour répondre à ces objectifs. Et je vais passer très rapidement, parce que je pense que c'est plus familier, sur 4 objectifs: la sobriété, l'efficacité, la substitution et la compensation. 2 effets qui sont en amont de la consommation d'énergie et 2 effets qui sont en aval de la consommation. Qu'est-ce que c'est que la sobriété? La sobriété, ça veut dire réduire l'usage qu'on a de l'énergie. Ça veut dire, par exemple, plutôt que de chauffer une maison en entier, chauffer juste les endroits où on a besoin d'avoir chaud. Ça veut dire renoncer à partir en avion au bout du monde et partir en vacances plus près de chez soi et à vélo. Ça veut dire arrêter d'éclairer la nuit les rues vides et les vitrines des magasins quand on ne les regarde pas, par exemple. Ça, c'est juste de la réduction nette d'usage de l'énergie. Évidemment, on va garder des usages et on peut bien choisir les usages qu'on veut garder. On peut discuter de ça. Pour les usages qu'on décide de garder, l'efficacité consiste à réduire le besoin d'énergie pour remplir le même usage. Par exemple, si je veux que ma maison soit à une température donnée, que ce soit 17 degrés ou que ce soit 25 degrés, il me faut une certaine quantité d'énergie. Mieux ma maison est isolée, moins ça va me coûter d'énergie d'atteindre cet usage. Et ça, évidemment, c'est la grille de l'efficacité énergétique qu'on connaît tous et qui a influencé beaucoup des systèmes de notation qui se sont répandus depuis. L'efficacité, c'est par exemple passer de la lampe à incandescence à la lampe à LED. Ça ne remet pas en question le besoin qu'on a d'avoir de la lumière, ça remet en question, ça change le besoin d'énergie pour obtenir cet usage. C'est la différence entre la sobriété et l'efficacité. Et puis pour ce qui est par exemple du transport, vous pouvez imaginer avoir des voitures qui consomment moins. Cette voiture-là, cette espèce de suppositoire en bas, là, consomme, je crois, de l'ordre de 1 litre d'essence pour plusieurs centaines de kilomètres. Pas mal, c'est très moche. Une autre façon de faire les choses, par exemple, c'est d'envisager du covoiturage. Vous allez toujours du point A au point B, mais vous êtes à plus dans la voiture, et donc la consommation d'énergie par utilisateur est réduite. Autrement dit, l'efficacité, ça peut se faire avec des moyens technologiques, mais ça peut aussi se faire avec une adaptation des usages. Sobriété et efficacité amènent à réduire la consommation d'énergie. Mais on reste à consommer de l'énergie, bien sûr. La substitution consiste à dire, pour cette énergie que j'ai besoin d'utiliser, je vais choisir une source qui colle le mieux avec les enjeux
les objectifs que je me suis fixés. Des sources d'énergie, il n'y en a pas énormément sur Terre. Là, j'en ai la source quasiment exhaustive. Vous avez le soleil, le vent, l'eau, la biomasse, la force musculaire animale, on va dire. Ça, c'est Robert Forstmann, qui est un beau bestiau en termes de puissance musculaire. Le carbone, le gaz, toutes ces énergies-là, en réalité, sont issues du soleil. Vous avez le nucléaire qui est ici, vous avez la géothermie qui n'est jamais que du nucléaire naturel, issu de la radioactivité de la croûte terrestre. Donc vous pouvez réfléchir à quelle énergie vous voulez utiliser pour remplir cet usage, en sachant que toutes ces énergies ne sont pas forcément équivalentes sur le plan technique, et qu'il s'agit de voir ce qui est faisable. Dernier point enfin, pour les usages, pour la consommation d'énergie qu'on a au bout du compte, on peut envisager des mesures de compensation, en sachant qu'une compensation n'est jamais parfaite, et qu'une compensation doit être bien étudiée pour être bien faite. Je vous montre ici une image de forêt qui est en train de cuire sur pied, par exemple. Ça, c'est une référence aux quelques millions d'arbres qui ont été plantés par la Turquie au début de l'année, et donc 80% à sécher sur pied, parce que ce n'était pas la bonne espèce, pas planté au bon moment, pas planté au bon endroit. Donc, il y a eu un gros effet de communication sur « super, on fait de la compensation », qui évidemment n'a aucun effet climatique, puisque les arbres sont morts au bout du compte. La compensation, ça peut aussi être des enjeux économiques et financiers. On taxe davantage quelque chose, mais on rend de l'argent aux gens qui en ont le plus besoin, et c'est une façon, typiquement, de rééquilibrer les enjeux d'équité énergétique du trilemme de départ. Voilà, je suis à peu près dans mon créneau de 10 minutes, donc je conclus là en vous redonnant cette grille de lecture objectif et moyen, en distinguant bien les deux, qu'est-ce qu'on veut faire et comment est-ce qu'on va le faire, et en soulignant à quel point cette grille de lecture, c'est le point de départ du raisonnement, et ça n'apporte pas de réponse définitive, en particulier à 3 questions qu'il me semble avoir en tête pour continuer la réflexion. Qu'est-ce qu'on se donne comme priorité? Ça, il n'y a pas de décision scientifique aux priorités qu'on choisit de prendre, c'est une décision à prendre collectivement. Qu'est-ce qui est faisable techniquement ou pas? Est-ce qu'il y a une bonne adéquation entre ce qu'on envisage comme solution technique et les objectifs qu'on veut atteindre? À nouveau, si l'objectif c'est de réparer l'ampoule du salon, ça ne sert à rien de prendre un marteau dans la caisse à outils. Voilà, je m'arrête là. Je suis quasiment dans mon créneau de temps. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour en discuter.